Euh, Bonjour Thierry Laperche. Thierry, tu es cardiologue, tu travailles au Centre cardiologique du Nord à Saint-Denis. Je te remercie donc de faire cette interview sur l'impact de la fin de vie et les soignants. Quelle est ton expérience professionnelle, là? Quel est le type de patient dont tu t'occupes actuellement et au début de ton cursus ou de ta profession? Eh bien oui, bonjour Thibaut, merci de m'amener à m'exprimer sur un sujet bien difficile. Euh, Moi je suis donc un cardiologue clinicien et donc après avoir suivi une formation classique, je m'occupe actuellement d'un service de cardiologie médicale au Centre cardiologique du Nord, service que je partage avec trois collègues. J'assure aussi des consultations pour le suivi de mes patients et certains sont suivis depuis maintenant plus de 30 ans. Et effectivement, parmi ces patients, il y a un certain nombre d'insuffisances cardiaques qu'il faut régulièrement revoir et pour lesquelles il y a malheureusement des fois une fin ou brutale ou un peu enfin, lente et difficile. Est-ce que ça a un impact sur ta vie personnelle ou est-ce que ça a eu à des moments de ta vie un impact sur ta vie personnelle? Alors quel est l'impact des décès sur ma vie professionnelle? Je pense que cet impact est quand même lourd. Alors c'est un sujet qu'on n'évoque jamais. À titre personnel, moi je tiens un petit registre, un petit fichier, j'appelle ça la liste noire. Tous les ans, je mets dessus, je note les patients de ma consultation qui sont décédés, bon an, mal an, ça fait entre une dizaine, une vingtaine de noms, ce qui est quand même pas négligeable. Alors il faut savoir qu'un tiers de ces patients décèdent de complications cardiaques, le reste de maladies autres, hein. Heureusement, la cardiologie a quand même fait des progrès et permet la survie dans des conditions correctes d'un bon nombre de patients qui ont une cardiopathie. À ces décès, j'allais dire, pas personnels, mais qui me sont très, 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 très chers, enfin très, très, très difficiles d'ailleurs à vivre. Il y a aussi des décès dans le service. Ils sont heureusement pas très fréquents. Donc, on voit quand même que la mort est quand même assez présente dans mon parcours professionnel. J'allais même dire que c'est un partenaire assez fidèle. Tous les décès impactent le médecin, à mon sens, en tout cas moi m'impactent. Euh, D'abord, on se souvient toujours de son premier patient qui est décédé. C'est une prise de contact avec la mort. Dans mon cas, j'ai encore en tête le nom et le prénom de ce patient et c'était d'autant plus violent d'ailleurs que j'étais jeune externe et que l'on m'a demandé, sans prendre de pincettes, de descendre tout de suite et d'aller faire participer à l'autopsie de ce patient. À l'époque, l'autopsie était quasi systématique pour les patients qui décédaient à l'hôpital et donc on se prenait de façon très frontale, très directe, cette démarche qui était quand même particulièrement douloureuse hein, pour des étudiants non formés à cela. Il n'était pas du tout question de s'y dérober, hein. Donc c'était quand même une stratégie assez glaçante, un contact particulièrement douloureux. Et puis plus tard, jeune interne, j'ai quand même connu les années SIDA, et là je voyais partir des jeunes gens qui avaient mon âge et qui partaient dans des conditions que je qualifierais d'atroces, hein, c'est-à-dire décharnés, le, la peau rongée par le kaposi. Bref, c'était vraiment là, c'était très très douloureux et très impactant. Euh, Aujourd'hui, le décès, les morts, on les rencontre quand même de façon régulière, avec en milieu hospitalier plusieurs types de décès, plusieurs circonstances de décès. Il y a la mort subite. Alors la mort subite, c'est assez paradoxal, c'est celle que l'on souhaite tous pour l'autre, si je puis dire, et pour soi-même, mais ça a des effets dévastateurs pour ceux qui restent, c'est-à-dire pour les proches, et puis pour le médecin, ça a aussi un effet terrible, c'est qu'on se demande de façon systématique si on n'est pas impliqué, si on n'a pas fait une erreur. Donc on cherche à se déresponsabiliser, à se déculpabiliser en quelque sorte pour avoir l'esprit tranquille. Donc c'est une situation qui n'est vraiment pas
facile à vivre et pour laquelle il faut aller chercher des explications. Les autres types de décès, c'est la mort, j'allais dire, annoncée, et là qui peut être vécue de deux façons. Alors soit on se trouve confronté à une famille qui est totalement opposante, qui est revendiquante et qui met un climat détestable dans leur relation avec les soignants, et là c'est une souffrance pour tout le monde, il faut se justifier de tout, il faut faire attention à tout ce que l'on fait, à la moindre parole, au moindre geste, et de toute façon ce ne sera jamais serein, il y aura toujours des paroles acerbes de la part des proches, donc c'est une situation nous, que l'on supporte, enfin, que l'on supporte très mal, et vis-à-vis de laquelle, j'allais dire, on a envie de vite tourner la page parce que pour retrouver dans un climat beaucoup plus habituel et beaucoup plus confiant. Et à l'opposé, il y a d'autres patients qui arrivent également à leur fin de vie, qui a pu être préparé, il y a eu des explications qui peuvent être claires ou moins claires, mais qui font que ça se passe dans un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et là, c'est important parce que je pense que ça offre à la famille la possibilité de vivre la mort. C'est un assemblage assez paradoxal, mais au moins d'accompagner le patient en fin de vie dans un climat euh, de, de relative tranquillité. Alors ça n'enlève en rien la peine, ça n'enlève rien la souffrance du deuil, mais au moins ça se fait de façon apaisée et ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, à titre personnel, ce qui est le plus douloureux pour moi, alors d'abord c'est de voir partir mes patients, et il faut savoir qu'avec les années qui passent, eh bien, comme je te l'ai dit, avec la liste noire, il y a quand même un certain nombre qui décèdent, donc c'est quand même des tranches de vie pour moi qui disparaissent, parce que quand tu suis un patient depuis plus de 20 ans, il y a quand même des liens très forts qui se sont liés de part et d'autre. Hein. Moi, je dis souvent que ma vie professionnelle est rythmée par la relation que j'ai avec les patients, et pas seulement ma vie professionnelle, finalement ma vie tout court, parce que j'ai pu modifier certains de mes comportements en tenant compte des remarques des patients, et je pense que ça a un véritable impact. Et donc les voir partir, ça reste toujours une épreuve, moi que je qualifierais de douloureuse. Mais ce qui est le plus dur, c'est quand la mort survient au cours d'une intervention que tu as toi-même décidée, c'est-à-dire que tu suis le patient depuis des années, et puis arrive un jour le, le- le- le choix délicat de faut-il l'opérer, est-ce qu'il vaut mieux ne pas l'opérer. Une fois que tu as fait le choix de l'intervention et que le patient décède au cours ou au décours de l'intervention, alors là c'est une vraie onde de choc, un cataclysme, parce que moi je ressens un peu le sentiment d'avoir trahi finalement la confiance de ce patient. Il m'a confié sa vie et puis eh bien j'ai pas été capable je me sens responsable de ne pas avoir été capable de la, de l'avoir mené à bien, puisqu'il y a eu décès. Et donc là, il faut aller voir la famille, annoncer le décès, euh, assumer son choix, et puis vivre avec eux, avec les proches, les toutes premières minutes, et de l'annonce, et enfin, le comportement est toujours très difficile. Et moi, j'ai le sentiment, finalement, que c'est les deux parties, c'est-à-dire le médecin et les proches, on a l'impression que chacun cherche le réconfort auprès de l'autre. Moi j'ai besoin qu'on me dise, docteur, ce que vous avez fait, c'est bien, il n'y avait pas d'autre choix. C'est une façon de me déculpabiliser. Mais parce que là, finalement, quand on analyse, c'est une façon de trouver un peu de réconfort. Parce que le réconfort, on va aller la chercher auprès de ses collègues, ils vont exprimer de la compassion, mais tu sais très bien qu'au fond d'eux-mêmes, quand nous on est confrontés aussi à ce type de situation, au fond d'eux-mêmes, ils peuvent dire bah, je suis bien content que ça ne m'arrive pas à moi cette histoire. Donc finalement, la conclusion c'est que tu restes tout seul. Et puis, bah, tu rentres chez toi le soir, tu as quand même des idées bien tristes dans la tête, et de toute façon, tu vas pas forcément les dévoiler ou les étaler sur la table. Et
Donc et le soir, quand tu vas te coucher, le sommeil, tu le trouves pas. Le sommeil, tu le trouves pas, puisque tu as toujours tes pensées morbides qui tournent en rond dans ton cerveau. Tu sais que le sommeil se fait largement attendre, il va pas venir, et puis c'est là que tu te relèves pour aller prendre ton somnifère, parce que tu sais que le lendemain, tu as quand même une grosse activité qui t'attend et qu'il faut retourner au front. Ça, cette situation-là, moi, ça peut durer plusieurs jours. Ça peut durer plusieurs jours parce que, je te dis, j'ai vraiment une relation forte avec mes patients. Mais ce qui me semble logique, quand tu les suis depuis un nombre de semaines, de mois ou d'années, je crois que je redis bien qu'il y a quand même une vraie relation qui se fait. Et donc, avoir ces décès récurrents, c'est quand même une souffrance répétée. Alors, d'une certaine façon, il m'aide aussi parce que quand il faut relever la tête, il y a un moment, il faut quand même bien relever la tête. On ne peut pas euh, entrer dans un état dépressif. Euh, donc c'est le besoin de leur porter secours, enfin tous les autres, ceux qui ont besoin de toi. Finalement, c'est ce besoin qui te permet ou qui me permet d'essayer de me reprendre un peu. Et là où euh, je pense avoir tort d'ailleurs, il faut le reconnaître, c'est que je ne fais jamais appel à des ressources extérieures. Euh, et a posteriori, je pense que libérer la parole, ça peut être salvateur. En tout cas, ça peut apporter un soulagement, un vrai soutien. Mais, euh, mais c'est difficile. C'est difficile de franchir le pas, je trouve. Et il n'y a pas forcément dans les structures hospitalières de gens à qui tu peux raisonnablement parler. Alors, pour gérer cela avec mes équipes, c'est bien difficile. C'est bien difficile et d'ailleurs, chaque décès euh, n'est pas forcément l'occasion de refaire le point, d'en débattre et de débriefer. Moi, j'ai jamais été formé à cela. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé dans une situation bien délicate puisque j'ai eu le malheur de perdre mon collègue de bureau après 13 ou 14 ans, je crois, de vie professionnelle commune et donc de liens intimes qui se créent bien évidemment. Et quand il a fallu en discuter avec le personnel qui était particulièrement bouleversé, on m'a demandé de faire ça et on m'a mis en première ligne. Mais comment soulager la peine des autres quand toi-même tu es complètement effondré? Bon, je suis convaincu que j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas su trouver les mots, j'ai bafouillé, j'ai essayé de me mettre dans comment dirais-je, dans un costume de, de conseiller, de quelqu'un de proche d'eux, mais j'ai bien vu que ça le faisait pas. Euh, donc, il faut bien voir qu'on est, une fois encore, je trouve qu'on est très seul et que c'est un sujet qui, de toute façon, jusqu'à maintenant en tout cas, était assez tabou. D'ailleurs, dans ma formation, je l'ai bien dit, j'ai jamais eu de, de cours ou de réunions avec des gens qui m'ont dit comment aborder cela. Et j'ai même des souvenirs très cruels, puisque notamment je me souviens d'un épisode très désagréable où, étant interne dans un service de réanimation, au cours de sa visite hebdomadaire, le chef de service me demande de façon délicate si ça va bien. Et cette semaine-là, on avait eu pléthore de décès. Ce sont des circonstances qui arrivent malheureusement dans un service de réanimation. Et donc je lui dis non, ça va pas très bien, il y a quand même eu trop de décès. Et là, la réponse a été cinglante et sèche, une fin de non-recevoir. Ça a été, je vous en prie, ne faites pas de sentimentalisme avec moi, ça ne marche pas. Euh, donc tu te retrouves tout penaud, à ruminer ton désarroi, ta souffrance, et tu as bien compris que c'est pas la peine d'insister, c'est pas dans cette situation-là ou auprès de ces personnes-là que tu trouveras du secours, ou du réconfort en tout cas. J'espère que les choses vont être amenées à changer en tout cas.
Alors, ces derniers temps, il y a quand même une période bien troublée, ça a été la période du Covid. Euh, Parce que les médecins ont été confrontés quand même à un nombre de décès tout à fait inhabituel, des décisions bien difficiles à prendre, des patients qui leur filaient entre les doigts, si je puis dire. Voilà. Donc on avait le sentiment qu'on était parfois, pour certains en tout cas, dépassés. Moi, le vécu, il a été quand même, il a aussi été difficile. C'est-à-dire que je me suis pas du tout senti un héros à ce moment-là. D'abord parce que j'ai aucune compétence de réanimation, et puis surtout parce que je voyais de façon bien triste le corbillard venir tous les jours au centre faire sa triste besogne, et c'est quand même une démarche qui est totalement inhabituelle. Et puis aussi, j'ai perdu des patients auxquels j'étais très attaché, c'est-à-dire des patients pour lesquels je m'étais battu, ils s'étaient battus avec moi, ce sont plutôt eux qui se battent, mais on avait mené un combat commun pendant de nombreuses années, et puis là, il suffit d'une petite enfin d'une petite, d'une petite grippette, comme l'on dit certains, enfin en tout cas d'une maladie extra-cardiologique pour qu'il soit vite balayé de façon très rapide. Et notamment, j'ai en tête deux de ces patients que j'ai eu la veille de leur décès, qui me disaient ça va pas, je peux pas respirer, je suis dans tel centre, j'ai pas pu venir au CCN, ne m'abandonnez pas. Il y en a un qui m'a dit ne m'abandonnez pas. Donc c'est quand même un message super fort, hein, super fort. Et donc tu appelles le lendemain pour prendre des nouvelles, et puis on t'informe du décès, du fait qu'on n'a rien pu faire. Alors toutes les manœuvres de réanimation ont été faites, je suis convaincu bien évidemment, mais quand même tu te dis que c'est bien terrible, et quelque part tu aurais préféré que ça se fasse dans ton centre, simplement. Enfin, j'aurais préféré que ça se fasse dans mon centre si pour le décès. Voilà, c'était pour moi une façon de toujours d'être encore présent pour ces patients. Mais c'est bien pour dire que cette période a été enfin, a été traumatisante. Et je pense que le traumatisme que l'on a ressenti ne va pas être enfoui de suite, hein. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui reste enfoui dans notre subconscient, hein. Je crois que les choses douloureuses finissent par ressortir tôt ou tard. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs, pour avoir eu un décès très violent dans ma famille, enfin très, très douloureux, c'était il y a peu de temps. euh, Là je me suis retrouvé d'ailleurs de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire dans un service de réanimation où tout ce qui est mon quotidien à l'hôpital, c'est-à-dire les sonnettes, les alarmes, etc., tout cela prend un autre sens quand on est confronté en tant que patient ou proche de patient. Tout cela prend un autre sens, et c'est finalement très agressif comme milieu, même si c'est une agressivité qui a pour but de sauver les patients. Eh bien, dans le traumatisme qui a suivi le décès, il y a beaucoup de sources finalement tristes de ma vie qui ont envahi mes pensées. Donc tout ça, c'est bien pour dire que on n'arrive pas à masquer cela. Tous ces traumatismes que l'on accumule au fil de nos années, je pense qu'un jour ils ressurgissent. Et d'ailleurs, j'ai des témoignages de plusieurs patients avec lesquels je parle qui tiennent un discours tout à fait comparable. Alors, si aujourd'hui je devais donner des conseils à des jeunes médecins en formation, bah, c'est de leur dire que c'est pas un sujet tabou, la mort. C'est pas un sujet tabou parce que de toute façon, ils vont y être confrontés de façon régulière. Moi, je pense qu'il faut en parler, mais je pense qu'il faut que les gens qui en parlent soient des gens formés à en parler. On ne peut pas simplement sur son expérience. C'est important de relater son expérience, mais je pense qu'il faut aussi que le discours, l'enseignement soit bien structuré, et puis qu'il y ait peut-être des ateliers, des mises en condition, parce que se retrouver parfois seul à affronter cela,
c'est difficile, alors seul à affronter au moment du décès, et d'ailleurs j'ai aussi un souvenir où je me suis senti, j'ai été menacé physiquement, donc c'est quand même là aussi un moment particulièrement incroyable et cruel. Et puis être seul aussi après. Je- Si on peut comparer cela à un traumatisme, être le syndrome post-traumatique est quand même euh, une, une deuxième forme d'agression. Donc ne pas hésiter à en parler et une formation adéquate, ce que l'on n'avait pas à notre époque. Voilà.